À l'heure de la révolution numérique, les nouvelles technologies investissent de plus en plus les salles de classe. Certains placent beaucoup d'espoir dans des logiciels d'apprentissage de la lecture pour améliorer le niveau des élèves. Tandis que d'autres s'inquiètent des dangers d'une surexposition des enfants aux écrans. Aux quatre coins de la planète, des enseignants et des chercheurs s'efforcent de construire une autre école, plus performante et moins inégalitaire, en s'appuyant sur l'innovation éducative, non seulement technologique, mais aussi pédagogique. Aujourd'hui, les résultats du numérique à l'école sont mitigés. C'est ce que constate notamment l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Depuis l'an 2000, elle mène tous les 3 ans une enquête de référence, le PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, qui a testé le niveau des élèves de 15 ans dans 72 pays. Et elle a étudié spécifiquement le lien entre leur performance scolaire et l'utilisation en classe des nouvelles technologies. Nous avons vu que la relation entre l'intensité de l'utilisation de l'ordinateur dans la salle de classe et les résultats dans l'éducation est souvent négative. Si nous utilisons la technologie du XXIe siècle, ajoutée à la pédagogie du XXe siècle, et avec un système scolaire du XIXe siècle, il en résulte un rapport de tension qui mène à une diminution de l'apprentissage de la part des élèves. Quand ils sont en salle de classe et font des copier-coller à partir de Google, j'obtiens clairement de plus mauvais résultats que lorsque les élèves apprennent de façon traditionnelle. Nous voyons que dans les systèmes d'enseignement les plus efficaces, dans les pays asiatiques, mais aussi dans les pays de l'Europe du Nord, la technologie est utilisée de façon prépondérante dans la mise en réseau des enseignants et dans l'interconnexion du matériel pédagogique. Mais dans la salle de classe, l'utilisation de la technologie sur ordinateur est très modérée. Nichée entre la Malaisie et l'Indonésie, la petite cité-État de Singapour donne des leçons aux grands pays de l'OCDE. En 50 ans d'indépendance, elle s'est hissée de pays pauvres du tiers-monde à l'un des États les plus développés de la planète. À peine aussi grand que la ville de New York, peuplée de seulement 5,5 millions d'habitants, le pays est aujourd'hui la première place financière d'Asie, le deuxième port du monde après Shanghai et le champion de la réussite scolaire. Numéro 1 de l'enquête PISA en 2015, loin devant l'Allemagne, 16e, et très loin devant la France, 27e. Les élèves singapouriens arrivent en tête du classement mondial dans toutes les matières testées, en sciences, en mathématiques et en lecture. Si on compare leur niveau avec la moyenne des pays de l'OCDE, ils ont 2 années de scolarité d'avance. Ici, les cours commencent très tôt le matin, à 7h30. L'école singapourienne est emblématique d'un certain modèle asiatique très traditionnel, basé sur le travail, l'effort et la discipline. School attention. Our national anthem.上的这一堂课呢，是公民教育，珍惜生命，关爱动物。你会怎么照顾你的宠物？你就写哦，写华语。
我不要看到你打英语啊！时间到，我数到3，我还看到你的 iPad， 我就没收。1、La première raison de la réussite scolaire de Singapour, c'est un investissement très fort dans la formation des enseignants et dans le système éducatif en général, qui représente 20% du budget de l'État. Il existe une forte croyance, pas seulement chez les dirigeants, mais aussi dans l'imaginaire collectif, que Singapour n'a pas beaucoup de ressources naturelles à gaspiller. Par conséquent, toutes nos ressources humaines doivent être formées en conséquence et exploitées à leur maximum. Je dirais cependant qu'un système ultra compétitif, comme est souvent décrit le système singapourien, a créé le sentiment qu'il faut absolument réussir dans une société qui devient impitoyable. 所以呢，现在我给你大概15分钟的时间，帮他做一个自己的小家出来。 L'autre raison du succès de Singapour, c'est son grand pragmatisme. Le ministère de l'Éducation s'inspire de ce qui marche ailleurs dans le monde, des meilleures pratiques révélées par les grands pédagogues du XXe siècle. C'est ainsi qu'il a développé une méthode très efficace pour l'apprentissage des mathématiques qu'on appelle la méthode de Singapour et dont le Dr Yap est l'un des grands spécialistes. So without further ado, please put your hands together to welcome Dr. Yap. Clearly, the learning theory tells us that young children learn mathematics in a few ways. They always learn by doing. It is not an opinion. It is a theory of Jerome Bruner. They also learn by talking. It's impossible to shut children up when they're in a group of friends and enjoying themselves doing things. Again, it's not an opinion. It's a theory of Piaget. Piaget also said, don't rush them. Always walk with the child. Piaget a développé l'idée du temps d'apprentissage. Les élèves ont besoin de temps pour assimiler les idées complexes. Et c'est pour cela que dans cette méthode, nous disons toujours « enseignez moins, apprendre plus ». Nous voulons que le professeur n'utilise qu'une seule tâche, pas beaucoup, une seule tâche, et laisse les élèves prendre 20 minutes pour discuter en petits groupes, puis avec le reste de la classe, sous la direction du professeur, pour comprendre et saisir les concepts difficiles qu'ils doivent apprendre. L'apprentissage des mathématiques, ce n'est pas du calcul, ce n'est pas une technique routinière, et ce n'est certainement pas une mémorisation par cœur. Il s'agit de penser, il s'agit de résoudre des problèmes, il s'agit de comprendre les choses. Quant à l'état d'esprit des apprenants, fini l'époque où l'on croyait que l'aptitude pour les mathématiques était génétique. Ce n'est pas le cas, pas du tout, nous le savons tous aujourd'hui. Vu son efficacité, la méthode de Singapour est aujourd'hui utilisée dans une soixantaine d'autres pays, dont la France, où quelques 5000 classes l'ont déjà adoptée. Comme ici, en banlieue parisienne, à Saint-Denis, où une enseignante a fait le choix depuis 3 ans de pratiquer cette méthode. Elle repose sur un glissement progressif du concret à l'abstrait, avec au début une phase de manipulation d'objets. Si je te dis ce problème, de me le représenter avec les cubes, comment tu vas faire? Essaye d'enlever les 12 dans 21 avec les cubes. Je prends une barre de 10. On enlève une barre de 10. Je prends deux cubes. Mais pour l'instant, tu as combien de petits cubes? Un. Et comment tu vas faire pour enlever un deuxième cube? On va transformer la barre de 10 contre 10 unités. Contre 10 unités. Donc on échange. Allez. Je me suis dit, comment arriver à faire en sorte que les élèves comprennent les mathématiques et dépasser, en fait, aller au-delà. Pas seulement qu'ils soient dans la technique mathématique, donc poser des calculs et résoudre les calculs et allez, c'est bon, c'est dans la boîte. Non, il fallait mettre du sens. En tout cas, que l'élève se dise aujourd'hui, ben, moi, je ne vais pas dire ce que la maîtresse me dit, mais ça va venir de moi-même. Qu'est-ce que je peux raconter sur les mathématiques? L'addition et les fois, c'est pareil. Moi, regarde, je te donne plusieurs preuves. Comment je te donne une preuve? Vas-y. Le fois, c'est l'évolution de plus. Je pars.
Voilà. En fait, le facturation sont de plus en fait. La division et la multiplication, c'est des contraires. C'est pas pareil. Contraire, ça veut dire c'est pas pareil, c'est ennemi. Donc on va faire l'addition parce qu'en fait, on nous dit combien Paul avait-il d'argent au départ. Donc calcule ici, ça me fait combien? 10. Donc est-ce que je peux garder 10 dans la colonne des unités? Bah non. Vas-y, Kenza. La méthode de Singapour, je la trouve très bien. Ça m'aide à développer des capacités. Et plus tard, je crois que je vais réussir mes études. Maîtresse de mathématiques. Donc tu vas représenter avec les barres? Oui. Tout ce qui utilise les fondations dont dispose l'enfant va faciliter l'apprentissage pour l'enfant. Ce qui est particulièrement intelligent dans les méthodes qui marchent, comme la méthode de Singapour, c'est de s'appuyer sur le sens inné des nombres pour construire. Donc, ne pas prétendre que le nombre est un concept extraordinairement abstrait, mais le rattacher au contraire en permanence à des expériences concrètes. Et je crois en général que notre école sous-estime les capacités de l'enfant, ou voudrait faire table rase, prétendre qu'il ne connaît rien et repartir de zéro. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Les enfants construisent à partir de leurs intuitions au préalable. Mais à Singapour, les excellents résultats des élèves ne sont pas seulement dus à des méthodes pédagogiques innovantes. Ils s'expliquent aussi et peut-être surtout par les cours de soutien scolaire que suivent massivement les enfants après l'école. Plus de 800 établissements privés se disputent ce business très lucratif qui a presque doublé en 10 ans. Aujourd'hui, 80% des élèves du primaire et 60% du secondaire suivent des cours particuliers, contre 30% dans les années 90. Objectif, obtenir les meilleurs résultats possibles aux examens nationaux très compétitifs. En particulier l'examen de sortie de l'école primaire, le PSLE, qui détermine l'admission ou non de l'élève dans les écoles secondaires d'élite du pays, celles qui donnent accès aux meilleures universités. D'une certaine manière, tout se joue avant l'âge de 12 ans. How many of you got more than 2 tuitions? Me. How many of you got 3 subject tuitions? Me. Oh, why do you come here? Because my parents are supposed to. Okay. So if you have a choice, do you want to come for tuition? No. Are you sure? Yes. Because your parents just keep like, come on, do faster, do more work, do more work. Because it's like this exam is like quite major. Because this exam will depend on which secondary school you go to. Then it depends on the future also. Yeah. Je pense que la situation des cours de soutien à Singapour est inquiétante. Cela crée un cercle vicieux, parce que les écoles fonctionnent en sachant que les élèves ont eu cet enseignement supplémentaire. Donc ce que font les écoles, c'est de pousser encore plus loin le niveau de difficulté. Sinon, les élèves qui suivent ces cours supplémentaires en dehors de l'école vont s'ennuyer en classe. Donc cela crée ce cycle où les cours deviennent de plus en plus difficiles et compétitifs. Maintenant, si tout le monde suivait des cours particuliers, d'accord, ils seraient tous dans la même situation. Mais il y a un autre problème, c'est que tous les élèves ne reçoivent pas ou ne peuvent pas s'offrir des cours de soutien supplémentaires. Cela creuse donc les inégalités. À Singapour, les familles aisées font suivre des cours de soutien à leurs enfants dès la maternelle. Certains centres privés, d'un genre très particulier, mettent à profit l'argument de la plasticité cérébrale pour proposer des cours de stimulation et d'enrichissement du cerveau dès l'âge de 6 mois. En 1 heure, nous faisons plus de 40 activités. Nous pensons que les enfants de moins de 6 ans sont comme des éponges et que c'est la meilleure période pour que ces enfants soient stimulés. Nous ciblons donc les enfants les plus jeunes.
Les cours de soutien viennent s'ajouter au temps d'école et aux activités extrascolaires. Résultat, pour les enfants singapouriens, les journées sont très longues et très chargées, y compris le week-end. Do you have any homework for today? Yes, I think I have some Chinese homework. Okay, better get into the car quickly, okay? Thank you. La plupart des parents déplorent ce système, mais y participent, de peur que leur enfant ne soit désavantagé. Times 60 over 23 times 60 over 23. You don't have to memorize this. This is a shortcut, 23 over 60 times 60 over 23. Can you see cancer? Cancer? Are you tired? Yes. Normally I come back. En général, je reviens de l'école vers 6h ou 7h du soir. Et j'ai encore beaucoup de travail, parce qu'en plus des devoirs pour l'école, on a aussi des devoirs pour les cours de soutien. Donc je suis très fatiguée. Il m'est parfois très difficile de me concentrer sur ce que dit le professeur. Et quelquefois, je suis tellement débordée que je ne suis pas capable de finir mes devoirs à temps. Donc j'ai toujours beaucoup de devoirs en plus qu'il faut terminer. C'est très difficile. Et j'aimerais pouvoir avoir plus de loisirs et dormir davantage. Pour les jeunes Singapouriens, le prix à payer de ce système ultra compétitif est lourd. Manque de sommeil, difficultés attentionnelles et augmentation des idées noires qui conduisent parfois au pire. Un matin de mai 2016, un jeune garçon de 11 ans s'est jeté par la fenêtre de sa chambre du 17e étage le jour où il devait montrer à ses parents ses résultats d'examen qu'il avait en partie ratés. En 2015, 27 jeunes entre 10 et 19 ans se sont donné la mort dans la petite île singapourienne. Et près de 3000 ont appelé à l'aide l'association SOS, spécialisée dans la prévention du suicide. So SOS is a 24-hour hotline. If you need to speak to someone again, you can just call us anytime, all right? Okay, bye-bye. Hello, this is SOS. Nous sommes très préoccupés par le taux de suicide des jeunes de 10 à 19 ans, parce qu'il a augmenté de plus de 50% en 2015. Et dans nos entretiens avec les jeunes enfants, nous avons réalisé que beaucoup d'entre eux sont confrontés à un stress scolaire et aux attentes de leurs parents. Je pense que l'éducation est importante. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais je pense aussi que nous devons évoluer, parce que Singapour s'est tellement développé au cours des 50 dernières années. Nous avons célébré les 50 ans l'année dernière. Nous devons aussi ralentir un peu et réaliser que nous n'avons pas besoin d'être toujours aussi compétitifs. J'ai 2 garçons. Pour moi, ils doivent juste être numéro 1 dans ma famille. Face aux inquiétudes, les autorités singapouriennes ont reconnu la nécessité de réduire l'importance excessive accordée aux résultats scolaires. Au printemps 2016, le ministre de l'Éducation, un ancien général de l'armée de l'air, annonce au Parlement une réforme du système de notation du PSLE, l'examen de fin de primaire. The way that the PSLE score is calculated may have created unhealthy competition among our young children. We will replace the PSLE score with wider scoring bands, and the new system will be similar to the O and A levels from 2021. Bien que nous soyons très fiers de notre réussite à l'examen PISA, nous avons aussi parfaitement conscience que c'est insuffisant. Le système éducatif de Singapour doit également aborder d'autres objectifs d'apprentissage que nous estimons importants. Par exemple, de quelle manière nos élèves peuvent apprendre à penser de façon non conventionnelle. Mais si Singapour est libéral dans beaucoup de domaines, il est beaucoup moins sur le plan politique. Donc c'est là où l'on trouve les limites de l'esprit critique. Les élèves ne sont pas vraiment encouragés de manière systématique à questionner l'autorité, à remettre en question l'espace politique. Et s'ils ne sont pas formés à le faire, à bien le faire, d'une manière responsable et fondée sur des preuves, eh bien nous ne formons pas vraiment la prochaine génération de leaders.
Soucieuse des critiques sur son manque de créativité et de l'image qu'elle projette dans le monde, la cité-État de Singapour tente de se réformer. En 2015, des architectes australiens ont été chargés de rénover l'école d'élite de Nanyang. Son nouveau design, flamboyant comme un arc-en-ciel, a été conçu pour apporter de la joie et de l'enthousiasme, pour construire des élèves autonomes, confiants et non plus seulement des ultra-performants. Ce souci de l'architecture scolaire s'inspire d'un pays qui lui aussi s'est hissé dans les premiers rangs de l'enquête PISA, mais avec un modèle éducatif radicalement différent. La Finlande, tout au nord de l'Europe. À une vingtaine de kilomètres de la capitale Helsinki, une école ultra-moderne a ouvert ses portes en 2012. L'école de Sonalahti, un modèle d'école de demain qui peut abriter 800 élèves, de la maternelle au lycée. Les architectes se sont basés sur les études scientifiques les plus récentes, qui attestent que l'environnement scolaire joue un rôle déterminant dans le bien-être de l'enfant et dans son épanouissement. Les temps de pause, fréquents ici, tout comme la qualité de l'air et de la lumière, ont un impact direct sur l'attention en classe des élèves. Dans le bâtiment, il y a beaucoup de surfaces vitrées. Ce grand mur en verre ouvre les activités de l'école sur le quartier et laisse entrer la lumière naturelle. Ce grand auvent du côté sud du bâtiment protège des excès de lumière naturelle pendant l'été. En revanche, en hiver, quand le soleil est très bas, le toit laisse la lumière pénétrer loin à l'intérieur du bâtiment. Pour ce projet, nous avons beaucoup coopéré avec la directrice de l'école, ainsi qu'avec les enseignants. Et nous avons réfléchi ensemble à quel genre d'espace, quel genre de bâtiment favorise le plus l'apprentissage. À l'intérieur, on a voulu éviter une ambiance trop sophistiquée. Le fait de laisser apparent des matériaux un peu bruts comme le béton et la brique, cela crée un état d'esprit positif qui encourage les enfants à faire des choses par eux-mêmes. À Sonalahti, comme dans toutes les écoles finlandaises, l'enseignement ne se limite pas aux matières traditionnelles. Il met également un accent particulier sur les ateliers manuels, le « faire avec ses mains », cher aux pédagogues innovants du début du XXe siècle, comme l'italienne Maria Montessori ou le français Célestin Freinet. Leurs intuitions, parfois visionnaires, ont été confirmées par de nombreuses études scientifiques qui attestent qu'un apprentissage laisse plus de traces dans la mémoire quand il est associé avec une activité manuelle, sensorielle. Les matières manuelles et artistiques font effectivement partie du programme d'enseignement en Finlande, avec un nombre d'heures défini. Et ces matières me sont très chères. Quand on a conçu ce bâtiment, on a accordé beaucoup d'attention aux locaux où elles sont enseignées. Car je pense que ces matières manuelles et artistiques permettent aussi d'améliorer l'apprentissage des matières cognitives, comme les mathématiques par exemple. L'école de Sonalahti, publique et gratuite, a été pensée dès l'origine pour faire avancer au maximum les nouvelles méthodes d'apprentissage mises en place dans tout le pays depuis une vingtaine d'années. Des pédagogies actives qui insistent particulièrement sur les notions d'autonomie et de coopération. Dans les salles de classe, pas de rangées de tables alignées, mais au contraire des îlots qui permettent de favoriser le travail en groupe. Enseignants et élèves sont passés du face-à-face au côte-à-côte. Je ne pense plus de quelle façon le professeur doit-il enseigner, mais plutôt de quelle façon l'élève apprend. Notre pédagogie part de l'idée que l'élève est un sujet actif et pas seulement l'objet de l'enseignement. Parce que si nous essayons en quelque sorte de déverser le savoir dans la tête de l'élève, je ne crois pas que ce soit la meilleure façon qu'il y reste. Erittäin tärkeä kohta tässä tehtävässä on tämä kakkoskysymys, kun teette nyt tätä tehtävämonista. Eli mikä siitä tekee kiinnostavan? Miksi olette valinneet sen? Mitä otsikointikeinoa siinä on käytetty? Si on parle de ma matière, la langue et la littérature finlandaise,
Aujourd'hui, dans cette société d'information globalisée, le déluge textuel auquel les enfants et les jeunes sont confrontés est vraiment incroyable. Mon rôle ici est de les aider à se débrouiller dans ce monde, à distinguer une information correcte d'une information fausse, pour qu'ils puissent produire de l'information par eux-mêmes. Okei, oliko siinä kaikki? Ja sitten se kertoo Meksikon maanjäristyksestä ja sen seurauksista. Yes! Numéro 5 du classement PISA en 2015, après avoir été longtemps numéro 1, les Finlandais observent un phénomène insolite qui n'est pas pour leur déplaire, le tourisme scolaire. Des visiteurs du monde entier, comme cette délégation de Japonais, viennent en nombre pour essayer de percer les secrets de la réussite de leur système éducatif. Nous recevons des visiteurs très souvent, plusieurs groupes par semaine. Et ça commence à devenir un deuxième travail. La question est en effet souvent, quel est le secret de la Finlande? Et on parle souvent des résultats de PISA, etc. Mais en fait, il n'y a pas de réponse simple. Je le perçois comme étant la somme de plusieurs facteurs. Cela renvoie à notre société et avant tout, comme nous le disons souvent, la formation des enseignants est très performante en Finlande et le métier d'enseignant est très valorisé. En Finlande, les enseignants suivent une formation universitaire très sélective à l'entrée et longue, 5 ans minimum, au cours desquels ils apprennent à appliquer les grands principes, l'enfant au centre du système, l'équité entre les élèves et la collaboration entre les enseignants. C'est l'un des systèmes les moins inégalitaires au monde, contrairement à la France notamment, qui est l'un des pays de l'OCDE où l'origine socio-économique des élèves pèse le plus sur leurs résultats scolaires. En Finlande, une des bases fondamentales de l'éducation a été non pas tant l'égalité dans l'enseignement, mais plutôt l'équité. En France, bien sûr, il y a aussi cette idée d'égalité, qui est une des valeurs fondamentales de la société, mais qui se traduit d'une manière différente dans l'éducation. Souvent, on pense qu'égalité veut dire que tous les élèves peuvent recevoir une bonne éducation. Mais par principe, la même pour tous. En Finlande, nous pensons depuis longtemps, depuis les années 70, depuis 40 ans, que la condition de la réussite des enfants à l'école est qu'on traite chacun de manière différente. Et nous parlons d'une discrimination positive. La pédagogie des points forts est une découverte importante aujourd'hui. Si nous notons par exemple de la persévérance, du courage, alors on se sert de ces qualités. Ici, nous avons des élèves qui jouent au foot. On leur dit « Quel est le point fort que tu utilises pour cette activité? Est-ce que tu peux transférer ce point fort, par exemple, aux mathématiques, d'une manière ou d'une autre ?» Les enseignants finlandais capitalisent sur les points forts des enfants et insistent aussi sur des valeurs humaines, telles que la bienveillance, le respect de l'autre et l'empathie, autrement dit, la capacité à se mettre à la place d'autrui. Me otetaan sut enemmän huomioon, eikö niin? Ettei sulla ole semmoista oloa, että ei tule yhtään kaveri täällä. Onko tullut jotain sellaista, mikä niinku nyt on ärsyttänyt tai harmittanut tai jotain, koska niin, sillä voidaan tehdä jotain? Pysy vaan ihan meidän kesken, ei tämä mene sen kauemmin. Niin. Ja meillä on 1 tunti. Nous avons un cours que nous appelons cours de nous, pendant lequel on se concentre sur le fonctionnement du groupe et sur le bien-être de tout le monde. En se mettant à la place de l'autre, avec des jeux de rôle basés sur le théâtre, on a une idée de comment l'autre se sentirait si on le traitait comme ça. Et une fois qu'on a inversé les rôles, comment toi tu te sens maintenant, après avoir fait ça pendant cet exercice? Il ne s'agit pas ici de bons sentiments. Les recherches attestent que l'enfant qui fait preuve d'empathie améliore aussi son estime de soi et son épanouissement, ce qui se répercute sur ses résultats scolaires. En 2002, une étude scientifique allemande montre ainsi que des élèves qui se portent volontaires pour aider les autres à faire leurs devoirs obtiennent de meilleures notes 2 ans plus tard que ceux qui n'ont travaillé que pour eux-mêmes. A contrario, une étude réalisée aux États-Unis en 2010 révèle que les collégiens américains d'aujourd'hui sont moins empathiques d'environ 40% que ceux des années 1980 et 90.
Une chute que certains experts attribuent à l'augmentation du temps d'exposition aux écrans, qui réduit les interactions humaines. L'empathie, c'est ressentir les sentiments de l'autre, comprendre son point de vue, sa façon de percevoir les choses. Et la préoccupation empathique, qui est fondamentale, c'est d'être capable d'être compatissant et vouloir apaiser la souffrance d'autrui. Ça peut être aussi une joie empathique, où vous vous sentez heureux du succès et de la joie d'une autre personne. Et toutes les études sur le cerveau montrent que lorsqu'une personne donne aux autres, elle reçoit une poussée de dopamine beaucoup plus importante que si elle l'avait gardée pour elle-même. Nous devons donc réaliser que nous avons un moi intérieur et un intermoi. Et ce que j'essaye d'enseigner aux enfants quand je travaille dans des écoles, c'est que vous n'êtes pas seulement un moi. Votre identité est aussi un nous. Mais les deux sont vrais. Et quand vous combinez ensemble moi et nous, vous obtenez mieux. C'est une façon d'être résilient, de vraiment aborder les choses avec un sentiment de courage et de détermination où vous dites « je sais quelque chose, je ne suis pas tout seul, j'apporterai ma contribution ». Et la façon dont nous nous connectons ensemble, c'est ce que les écoles du futur peuvent enseigner. En Finlande, les journées d'école sont parmi les plus courtes au monde, de 4 à 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Et les élèves ont très peu de devoirs à la maison, entre 10 et 20 minutes chaque jour, pour ne pas pénaliser ceux qui ne peuvent pas être aidés par leur famille et pour ne pas empiéter sur leur sommeil et sur leur performance cognitive. Mutta meidän piti valita niinku tehtäviä. Ja nämä pitää niinku sille, mä oon tehnyt noista ja niistä piti valita niinku, ei vaan bug. Joka on by imperfectissä. Onko sulla yhtä läksyä? Mulla on vielä yksi lukuläksy, mutta ei muuta. Ce n'est qu'à partir de 12 ans que les élèves ont des notes. Avant, les enseignants leur donnent seulement des évaluations sans jamais les classer les uns par rapport aux autres. Et ils entretiennent avec les élèves une sorte de confiance silencieuse. Dans d'autres pays, il se peut qu'on appelle les enseignants madame ou autre, mais en Finlande, on les appelle par leur prénom. Donc ce n'est pas seulement l'enseignant qui enseigne et les élèves qui écoutent. Les élèves peuvent aussi s'apprendre des choses entre eux. Et parfois, ils peuvent aussi apprendre des choses à l'enseignant. L'atmosphère est détendue. Il y a aussi des pauses, et comme ça, on ne se fatigue pas trop. C'est ça. En Finlande, ils ont très peu d'heures de cours et pourtant ils réussissent très bien. Et peut-être que parce que tous ces temps en dehors de l'école, tous les temps de jeu libre, tous les temps où les enfants vont pouvoir grimper aux arbres, jouer dehors, jouer aux petits, je ne sais pas, des cache-cache, ce genre de choses, on sait aujourd'hui, la recherche le montre, que ça va grandement favoriser le développement des compétences exécutives. Donc offrir un environnement de qualité et permettre aux enfants de vivre à l'intérieur, de vivre librement, de se tromper, de se prendre des gamelles, de se relever, de se chamailler avec des copains, de ne pas réussir à résoudre un conflit, puis finalement d'y arriver avec l'aide de l'adulte. C'est ça dont ils ont besoin, c'est de vivre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les empêche de vivre. On les met dans des écoles qui ressemblent à des prisons, franchement, il faut bien le dire, et qui sont toutes grises avec des seules couleurs qui ressortent de l'école, c'est le petit drapeau couleur jaunie, le drapeau français. Non mais on essaie de faire émerger l'intelligence là où on s'entête à abîmer la vie. Sokeri. Eiks niin? Ja sitten ilma vapautuu. Ja happiini O2. Impossible, bien sûr, de transposer ailleurs avec le même succès le modèle finlandais, qui dispose d'atouts majeurs comme une population petite et relativement homogène. Mais il peut être une source d'inspiration pour de vieux systèmes élitistes, qui restent trop souvent enfermés dans leur mission première de classer, trier, et qui paraissent inadaptés au monde de demain. Les systèmes scolaires que nous avons aujourd'hui sont nés au milieu du 19e siècle, dans le contexte de la révolution industrielle. Ces anciens systèmes étaient basés sur un principe de conformité. Et je ne veux pas seulement dire conformité sociale. Il y a aussi une conformité idéologique inscrite dans le système éducatif.
C'est un système qui a fait une confusion entre les capacités scolaires en particulier et l'intelligence en général. Et je soutiens que l'intelligence est beaucoup plus variée, diverse, riche et excitante que le travail purement scolaire auquel elle est souvent associée. Cette obsession de la réussite scolaire et le fait qu'on propose à nos enfants très peu de domaines dans lesquels ils peuvent s'accomplir leur rend un très mauvais service. Nous ne savons absolument pas à quoi ressemblera le monde dans 5, 10 ou 50 ans, ni quel type de métier ils vont exercer. Ce que nous savons, c'est que les évolutions technologiques, et en particulier l'intelligence artificielle, vont probablement faire disparaître des millions d'emplois pour lesquels nous croyons aujourd'hui que les êtres humains sont indispensables. Donc, d'un point de vue économique, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de développer chez nos enfants leur capacité de résilience, leur confiance en eux et leur créativité. Le discours de l'Anglais Ken Robinson, installé aujourd'hui en Californie, semble résonner dans le monde entier. Sa conférence de 2006 en faveur du développement de la créativité dans l'éducation affiche sur Internet plus de 50 millions de vues. Dans la Silicon Valley, le temple des nouvelles technologies où souffle encore un peu la contre-culture des années 60, certains parents font même le choix d'envoyer leurs enfants étudier dans des écoles Waldorf. On en trouve 40 ici. Des établissements qui placent les activités créatives et artistiques au cœur de leur pédagogie, sur le modèle de la première école créée par Rudolf Steiner à Stuttgart en 1919. On y enseigne notamment l'eurythmie, un art du mouvement, pour le moins ésotérique, dont les gestes codifiés sont censés rendre visible un langage universel. Okay, good. Here we go. Fast we flit with flickering feet, flinging the flame fronds higher. Come on, Miles. Fluttering, fluttering, far and fleet, flashing, flaming fire. Really fling those. Fling those. Your arms should go up, and the same thing with fashioning, flaming fire. Just like those flames we've been watching all week. Nous allons célébrer notre 100e anniversaire en Allemagne. Et il est intéressant de voir que de nombreuses recherches de pointe confirment ce que nous avons fait. L'importance du jeu pour un jeune enfant. La recherche sur le cerveau confirme tout ce que nous faisons dans l'éducation Waldorf. Les écoles Waldorf sont connues pour vraiment nourrir et stimuler l'imagination, ce qui développe la créativité. Les arts sont présents dans toutes les activités que nous faisons. Dans chaque classe, il y a du dessin. Dans le cours principal, il y a du chant, de la pratique musicale, de l'expression orale. Toutes les classes montent une pièce de théâtre. Dans cette école, les ordinateurs et autres tablettes sont interdits en classe jusqu'au lycée. Pas tant parce que dans les machines s'incarnent des démons, comme le pensaient Rudolf Steiner et ses disciples, mais parce qu'ici, on redoute que leurs applications numériques, conçues pour être addictives, détournent les enfants des apprentissages. Watch the candle flame. Les parents des élèves de cette école de la Silicon Valley sont peut-être mieux placés que d'autres pour le savoir, car les 3/4 d'entre eux travaillent dans le secteur des technologies. L'informatique, chez nous, c'est environ entre la classe de 5e, 4e, c'est introduit. Évidemment, on ne veut pas avoir des enfants qui arrivent en fin de terminale et qui découvrent tout d'un coup que les ordinateurs existent. De toute façon, dans l'endroit où on est, au milieu de la Silicon Valley, ce serait étonnant. Dans une maison, il y a de chez moi, je crois que j'ai compté l'autre jour, on a environ 15 ordinateurs. Donc ce serait difficile pour un enfant de complètement ignorer l'existence des ordinateurs. Au niveau de l'outil de productivité, tous ces outils ont été faits pour être faciles à utiliser, pour avoir un apprentissage très très court. Donc il n'y a pas de problème en fait à retarder cette arrivée de l'ordinateur dans l'école. La créativité est l'un des défis majeurs pour l'école de demain. L'autre défi, c'est la personnalisation, c'est-à-dire proposer aux élèves un enseignement plus individualisé, prendre en compte les spécificités de chaque enfant, les potentiels de chacun, plutôt que de vouloir façonner tous les élèves dans un même moule.
Certains enfants font tout leur parcours scolaire en pensant qu'ils ne sont pas très intelligents parce qu'ils ne sont pas particulièrement bons pour les choses que l'école leur demande. Je pense qu'on devrait se diriger vers une sorte de personnalisation de masse. À l'époque où j'étais écolier, quand on achetait une voiture, on avait une seule question à se poser. Est-ce qu'elle te plaît ou pas? Alors qu'aujourd'hui, on peut personnaliser presque tout en fonction de nos goûts et de nos intérêts. On voit ça aussi dans le domaine de la santé. La compréhension de la génétique permet de créer des traitements de plus en plus personnalisés. L'éducation semble aujourd'hui le dernier domaine où nous avons des difficultés à accepter le principe d'une personnalisation de masse. Mais tous les parents savent bien que leur enfant est différent de tous les autres. Donc je pense que l'école doit autant personnaliser l'éducation que les familles le font. Comment mieux personnaliser l'enseignement, sans pour autant créer une école à plusieurs niveaux qui empêche les plus faibles de progresser? En Californie, les géants et autres startups du numérique se sont emparés de la question et flairent un immense marché. En 2013, un ancien cadre de Google a ainsi créé à San Francisco la Altschool, un réseau de micro-écoles ultra-technologiques qui accueille des enfants de 4 à 14 ans et qui leur promet un enseignement sur mesure. Ici, une équipe de 60 enseignants et 60 ingénieurs est chargée de mettre au point des outils technologiques permettant de personnaliser les parcours scolaires. Les leçons sont organisées sous forme de playlists, c'est-à-dire une sélection d'activités spécifiques à chaque élève. Ce qui fait la différence d'Altschool, le cœur de notre stratégie, pour ainsi dire, c'est de faire venir les éducateurs et les ingénieurs dans de vraies écoles et de leur demander de développer des supports pédagogiques pour que les élèves et les enseignants expérimentent ce type d'enseignement personnalisé. Et c'est là qu'intervient cet outil nommé Playlist. Chaque enfant a 20 à 25 cartes sur sa playlist chaque semaine, qui inclut des unités plus larges, des arches d'apprentissage au fil du temps. Et ces playlists sont les piliers de la gestion de la salle de classe. Voici un exemple d'unité que j'ai créée. Donc, comme vous pouvez le voir, les élèves ne reçoivent pas tous les mêmes cartes. Certains élèves ont la carte sur le Zika, d'autres ont celle sur la tuberculose, et tous ont une bibliographie à noter. Par exemple, si j'ai des élèves de 5 niveaux différents dans cette classe, je peux créer de légères variations pour leurs 5 cartes et les donner individuellement à chaque élève. Donc, ils vont ouvrir leur playlist et chacun obtient ce qui est bon pour lui. So on the left, I'm curious about the high school readiness piece. Are you guys sticking together for high school? Yeah. I can see why. Yeah. En 2016, plusieurs parents déçus ont retiré leurs enfants de cette école, considérant qu'ils étaient traités comme des cobayes ou que le résultat n'était pas à la hauteur des frais de scolarité, environ $30 000 annuels par enfant. D'autres parents, au contraire, semblent ravis, notamment parce qu'avec les 175 millions de dollars qu'elle a levés, la start-up Altschool a pu recruter des enseignants de grande qualité et constituer des classes de petite taille. C'est beaucoup plus personnalisé. Et c'est beaucoup plus apaisant d'une certaine manière, puisque j'ai moins de pression, parce qu'on est tous à des niveaux différents. Dans une école traditionnelle, tout le monde fait tout exactement au même moment. Donc si on ne finit pas, on se sent coupable. Mais ici, on ne se sent pas vraiment coupable. On se dit « Oh, j'ai vraiment besoin de travailler là-dessus. » Mais ça ne me fait pas trop peur. Ça ne va pas changer ma vie pour toujours. Parce qu'avant, je me sentais comme ça, mais plus maintenant. Vous savez, ce que vous avez vu avec Altschool, c'est le résultat de la volonté et de l'appétit d'investisseurs très patients, avec beaucoup de ressources. Certains sont des fonds de capital risque, comme Founders Fund et Andreessen Horowitz, et d'autres des particuliers comme Mark Zuckerberg et Lauren Powell Jobs. Ils font un gros pari en disant, à long terme, les technologies les plus importantes seront des plateformes dont dépendront des secteurs entiers du monde réel. Et le meilleur moyen d'atteindre le plus d'élèves est bien sûr de fournir notre logiciel à un grand nombre d'écoles existantes, dans le secteur privé, mais surtout public.
afin qu'il soit utilisé par un maximum d'élèves. En 2017, les dirigeants de la Alt School ont décidé de fermer plusieurs écoles et ils paraissent désormais davantage préoccupés par la vente de leurs logiciels que par la conception de leçons sur mesure. Leurs élèves utilisent d'ailleurs beaucoup les cours d'une autre figure de la Silicon Valley, la Khan Academy, un des pionniers des fameux MOOC, les cours en ligne gratuits et ouverts à tous. Fondée en 2006, cette plateforme de e-learning, qui propose des vidéos pédagogiques et des exercices, revendique 15 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde. En 2012, certains prédisaient que les MOOC allaient révolutionner le monde de l'éducation, et son PDG, Salman Khan, faisait la une du magazine Forbes. J'ai une formation initiale en mathématiques et en technologie, mais après mon école de management, j'ai travaillé comme analyste dans un fonds d'investissement. Je venais de me marier quand ma famille m'a rendu visite et j'ai appris que ma cousine Nadia, âgée de 12 ans, avait des difficultés en mathématiques. J'ai donc proposé de lui donner des cours particuliers à distance. Elle vivait à la Nouvelle-Orléans, moi à Boston, et elle a accepté. Et puis au cours des 2 années suivantes, le mot a circulé dans la famille qu'il y avait des cours de soutien gratuits. Et je me suis retrouvé à donner des cours à 10, 15 cousins et des amis de la famille à travers tout le pays. Et puis des gens qui n'étaient pas mes cousins regardaient aussi ces vidéos. J'ai reçu beaucoup de remerciements. J'ai donc démissionné de mon travail et j'ai créé ce qui est devenu la Khan Academy, avec le statut d'association à but non lucratif. Nous avons alors reçu notre premier soutien important de Anne et John Doerr, de la Fondation Gates, de Google, pour devenir une véritable organisation. Notre mission est de fournir un contenu éducatif de qualité, gratuit, accessible à tous et partout. Et nous pensons que ça signifie que dans 10 ans, n'importe qui dans le monde devrait être capable, quel que soit son niveau, même préscolaire, de trouver un ordinateur à bas prix et de s'auto-éduquer, quel que soit le niveau qu'ils doivent atteindre. C'est une sorte de bibliothèque exhaustive. Rien qu'en version anglaise, nous avons 5000 vidéos. Et on va bien au-delà des mathématiques, les sciences aussi, et les sciences humaines. Aujourd'hui, pourtant, la révolution des MOOC n'a pas eu lieu, car le taux d'abandon est énorme. En général, plus de 90% des inscrits ne vont pas jusqu'au bout. Les élèves apprécient le virtuel, mais ils se sentent isolés et préfèrent de loin le présentiel, l'interaction humaine avec un professeur en chair et en os. La Khan Academy a d'ailleurs créé en 2014 une vraie école. D'autres ont dépassé le concept en réintégrant la présence de l'enseignant et en inventant la méthode dite de la classe inversée, qui est de plus en plus populaire dans le monde. En France, plus de 20 000 enseignants l'utilisent aujourd'hui, comme dans ce collège de Drancy, au nord de Paris. Le principe de la classe inversée est aussi simple que révolutionnaire. Il consiste à inverser ce qui se fait en classe et en dehors de la classe. L'élève regarde le cours à la maison ou au CDI sous forme de courtes vidéos fabriquées par le professeur, appelées capsules, ce qui lui permet d'aller à son propre rythme et d'être ensuite aidé par le professeur pour les exercices, qui eux ont lieu en classe. Donc on va commencer par utiliser la formule. Donc pi fois diamètre, c'est-à-dire que la longueur du cercle va être égale à pi fois 5. On peut donc maintenant répondre à la question en écrivant que le cercle de diamètre 5 cm a une longueur d'environ 15,7 cm. La classe inversée, j'aime bien. Enfin, moi, personnellement, ça m'aide. Si vraiment je comprends pas, je regarde plusieurs fois la vidéo. Et en classe, j'ai le prof pour poser des questions et mes camarades pour m'aider. Dans l'exercice 3, faites un schéma, vraiment. Sans schéma, on n'arrive pas à le faire. Réfléchissez, que représente ce 50 cm? Moi, c'est bon, je sais. Réfléchissez. Une fois que tu l'auras, tu auras tout trouvé. Et c'est la difficulté, c'est que représente ce 50 cm? On sait pas trop. 50 cm, ça veut pas être le tour. Je sais ce que c'est le rayon. Après, vous réfléchissez. Vous pouvez m'expliquer juste cette phrase? Donc là, faut faire. Quel budget doit-il prévoir? C'est combien ça va lui coûter? Oui, mais si j'ai pas aussi compris la question. Fais un schéma. On fait un schéma. Mais j'aimerais bien que le 1 et 2 et 3, enfin surtout le 2 et le 3, ils soient écrits quelque part, parce que là, c'est très peu révisé quand même. Donc je veux voir des calculs, je veux voir des choses là. Parce que regarde, chez toi, si tu dois réviser pour le contrôle, pour une interrogation, t'as juste ça. Si tu te souviens plus comment t'as trouvé le résultat, comment tu peux réviser? Le but, c'est de réussir à refaire les choses chez soi. Je me suis rendu compte qu'en fait, jusqu'à il y a 4 ans, je leur proposais souvent des choses en dehors de la classe pour lesquelles il y avait besoin en fait du prof. Par exemple, l'exercice d'application directe. La première fois qu'un élève il est face au théorème de Pythagore, s'il n'y a pas le prof
pour l'aiguiller en cas d'erreur, eh ben, soit il ne sera pas aiguillé et donc il prendra du retard par rapport aux autres, et donc on augmente en fait l'hétérogénéité, soit il va être aidé par grand frère, grande sœur, papa, maman, mais qui n'aura peut-être pas les bons mots, qui peut aussi mettre dans la tête des élèves des fausses bonnes idées, qui après sont très très dures à défaire. Et donc là, moi je me suis dit, il faut absolument que quand un élève, il est pour la première fois confronté seul à l'exercice d'application directe, il faut que je sois là. Et du coup, qu'on a beaucoup moins de décrocheurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'élèves qui ne veulent plus venir en classe parce qu'ils ne savaient pas faire, parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire le travail, parce qu'ils allaient se faire du coup punir ou disputer par l'enseignant. On a beaucoup moins de choses comme ça parce qu'en fait, c'est pas compliqué de faire le travail qu'on leur demande hors dehors de la classe. Et que la difficulté, elle est en classe. Mais en classe, il y a le prof. En 4e, avant, on avait des élèves qui, dès les vacances de Noël, vraiment, dès la fin de l'année, commençaient à plus du tout faire leur travail, à plus être présents, voire même à volontairement être absents à 8 heures. Voilà. Et ça, c'est reporté, on va dire, plutôt sur la fin de l'année, au 3e trimestre, on a gagné un trimestre. Donc c'est toujours ça, vraiment, ils ont fait un trimestre de plus de mathématiques. Et on en a peut-être moins aussi des élèves qui décrochent, du coup. Ils décrochent plus tard, il y en a moins. L'homme plus la machine, c'est mieux que la machine seule, qui est mieux que l'homme seul. Typiquement, faire passer des tests aux enfants, corriger des copies, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les machines peuvent faire mieux. Ça va dépendre de la qualité de la question qu'on a posée aux élèves. Mais par contre, il y a toute une partie du métier qui aide uniquement dans l'interaction et dans la compréhension fine de ce que c'est qu'un être humain et de ce que c'est qu'un être humain qui apprend et qui peut apprendre avec plus ou moins de difficultés. Aider l'enfant à trouver du sens à ses apprentissages, l'aider même à ce que les Japonais appellent trouver son ikigai. C'est-à-dire faire des choses qui nous correspondent vraiment et qui nous aideront vraiment à avoir un impact sur le monde dont on sera fier. Donc on peut avoir des logiciels ou des robots éducatifs, mais ils ne vont pas remplacer les enseignants. Pourtant, dans l'école de demain, il y a peu de chances que les enseignants soient épargnés par le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle. À Tokyo, une école élémentaire a testé en 2009 le premier robot enseignant au monde, Saya. À Singapour, une chercheuse a créé un autre robot humanoïde, Nadine. Bardé de capteurs et relié à Internet, ce robot peut exercer le rôle d'hôtesse d'accueil, pour l'instant. It's so scary. You have to start by learning the basics.